Voilà. Alors, c'est un très grand plaisir que vous nous faites, chère madame, de nous recevoir. Et nous sommes le mardi 11 avril 2023. Nous sommes chez vous, dans votre superbe maison, dans votre atelier, parmi vos peintures. Alors, je voudrais que vous vous présentiez, nom, prénom, date de naissance et profession. Colette Bitker, artiste peintre, est née le 20 octobre 1929. Il n'y en a plus beaucoup qui sont nés en 1929 et qui sont encore là aujourd'hui. J'en connais d'autres. Mais bon, alors dites-moi, on va commencer par ce que vous avez de plus éloigné dans votre esprit, vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Alors, moi j'ai connu... On commence côté paternel. Côté paternel, je n'ai vu que les parents de mon père que 2 fois, parce qu'ils habitaient encore la Pologne. Ils s'appelaient comment? Et ils s'appelaient Bitker. Et la mère de mon père était d'ailleurs née à Odessa. Elle s'appelait? Ça, je ne sais plus. Ok. Mais ça, non, ça, je ne sais plus. Tandis que du côté de ma mère... Attendez, d'abord, parce que sinon on va s'embrouiller un petit peu. Donc, du côté de votre père, ils sont nés votre père est né en Pologne. Mon père est né à Varsovie, sa mère venait d'Odessa, et son père, je crois, d'Ukraine aussi. D'accord. Et ils faisaient quoi? Ils étaient de quel milieu déjà? Alors, les grands-parents, je pense, étaient peut-être dans le commerce des pierres ou du matériel de bijouterie, quelque chose comme ça. Et mon père a quitté la Pologne à 15 ans. Attendez. Ça, c'était votre grand-père qui était dans les pierres. Oui, parce que mon père était ingénieur. Votre grand-père était dans les pierres. Il a épousé votre grand-mère qui venait d'où? D'Odessa. D'Odessa. Et ils ont vécu où ça? Ils ont vécu à Varsovie, mais ils sont morts avant la guerre. Juste avant la guerre, de 40. Et tous les deux étaient juifs? Oui. Et ils étaient un peu religieux, un peu communautaires, un peu... Je les ai très peu connus, hein, parce que moi on était à Paris installés depuis longtemps. D'accord. Donc votre papa est né À Varsovie. en quelle année? En 1892 ou quelque chose comme ça. Il avait des frères et sœurs? Oui, il avait une sœur, 2 sœurs, 3 sœurs et un frère. Ils étaient 5. Et votre papa était scolarisé là-bas? Alors il a quitté à l'âge de, je crois, 15 ans. Mais avant ses 16 15 ans, il était à l'école? Oui, en Pologne. En Pologne. Il a fait ses études universitaires à Liège, où il y avait une école d'ingénieurs. Vous allez trop vite là. Donc votre papa petit est en Pologne, dans un milieu aisé. Oui, je pense. Il va à l'école là-bas. Mais tout ça est un peu nébuleux. Hein. Ah voilà. Et alors, Moi, à 15 ans, il part où et pourquoi? Il part probablement déjà parce qu'il y a des persécutions. C'est ça. Et il est accueilli à Liège, où il y a une école d'ingénieurs très internationale. Et il a fait ses études d'ingénieur là pendant 3 ans. Il connaissait du monde pour arriver là ou c'est simplement par l'école? Je pense que ça devait être un peu par je dirais, opinion, que c'était une bonne école, que il y avait des étudiants étrangers d'un peu partout. Comment s'appelait l'école? À Liège. Et c'est tout ce que je sais d'une école d'ingénieurs qui était assez connue. Il a fait ses études et là, il est parti pour Paris. Une fois qu'il a fini ses études, pourquoi Paris? Okay. Je pense que c'était un attrait général à cette époque. Alors il arrive à Paris et il fait quoi? Alors il a continué à travailler, je pense, dans
les papiers comme ingénieur, beaucoup avec les journaux, la presse, en tout cas et les éditeurs, en tout cas jusqu'en 40, où il a arrêté de nouveau. Attendez. Et là, il avait une vie juive? Il était pas du tout pratiquant. Mhm. Il était... Il a fait sa bar mitzvah? Je ne sais pas. Ok. Je sais que mon frère l'a fait, mais lui, je ne sais pas. Et il a été tellement touché par l'accueil qu'il a eu à Paris qu'il a voulu qu'on soit complètement intégré. Et j'ai eu dernièrement la preuve, comme pour mon père, de Robert Badinter. Ses parents venaient, eux, de Biélorussie, mais il avait une grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire. Et quand ils sont arrivés à Paris, les parents ont absolument voulu que les enfants soient intégrés. Et son frère était médecin, et lui, Robert Badinter, c'est quand même une figure remarquable. Je lui ai envoyé la chemise blanche, il m'a très gentiment répondu. Ah, bravo. Bon, et alors votre père a des relations à Paris qui sont pas juives, qui sont... Alors, non, dans l'ensemble, enfant, mon frère a fait sa bar mitzvah d'ailleurs, et les parents, le père de ma mère, était plutôt pratiquant. Attendez, là on passe à autre chose. Donc on passe à votre maman. Donc votre mère vient de quel milieu? D'un milieu intellectuel de Saint-Pétersbourg, les Antokolski. L'oncle de son père était donc un sculpteur très connu. Qui s'appelait Antokolski. Donc juif. Juif. Et qui a beaucoup travaillé évidemment pour le dernier tsar, et puis les persécutions l'ont amené, il s'est installé après à Paris. Après la Révolution? Il a dû s'installer à Paris, quelle année exactement, ça je ne sais pas, mais je sais qu'il avait un atelier près de la place des Ternes, dans un bâtiment qui existe toujours, et il avait beaucoup d'œuvres qui étaient dans les musées et beaucoup sur les places publiques, et puis ça a été entièrement enlevé et caché dans les sous-sols des musées et de la galerie Tetriakov de Saint-Pétersbourg pendant la période stalinienne. Et maintenant, il est redevenu beaucoup plus recherché, beaucoup plus admiré. C'était d'ailleurs un ami de Rétine où il y a eu une grande exposition à Paris cet hiver. C'est ça. Et c'était des intellectuels. Il y avait un poète, Antokolski. La tante de ma mère était l'amie intime de la fille de Tolstoï. Donc c'était déjà je dirais, une intelligentsia, si on peut appeler ça comme ça. Bien sûr. Et le père de ma mère allait à la synagogue, parce que je sais que petite fille, on allait lui dire bonjour à la synagogue, où il devait rester peut-être toute la journée, je ne sais pas très bien. Et c'était quelle synagogue? La Victoire. Ah oui. Lui, il habitait où? Alors, il habitait rue de la Tour d'Auvergne. Rue de la Tour d'Auvergne, c'est tout près du Sacré-Cœur. Hein. C'est ça. Et c'est là que je suis née. Mais comment... Alors voilà. Et votre maman, elle a fait des études à l'école? Ma mère était avocate. Ah bien. Ma mère a fait des études, donc elle est née en 98 ou 17. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Antokolski. Mais le prénom? Mathilde. Mathilde. Et extrêmement brillante, et elle était une des rares femmes à être avocate à l'époque. Mais elle a fait ses études où ça? Elle a fait des études au lycée Lamartine. À Paris déjà. À Paris. Et puis à la faculté de droit. Bravo. Et alors, elle est née à Paris? Elle est née à Paris. Et alors, ils se sont rencontrés comment, vos parents?
Est-ce que c'était des présentations un peu... Je ne sais pas très bien. Donc elle est avocate quand elle se marie déjà? Oui. Ah bien. Et puis elle a eu mon frère. Et moi, je suis née que 9 ans après. Donc mon frère était enfant unique pendant 9 ans. Et la seule chose qu'elle m'a dit à la fin de sa vie, je crois que j'ai un peu raté ma vie. Et on avait une relation qui était à la fois très proche et un peu difficile aussi, parce que je crois que finalement, à un moment donné, elle devait un peu enlever ma liberté. Et quand elle a été même nommée au Conseil de guerre, je crois, et défendre des crapules et tout ça, c'était pas son truc. Et à l'époque, personne ne lui a dit, mais avec le bagage que tu as, avec ça, tu pourrais peut-être aller travailler dans une entreprise, dans ceci. Et on lui a dit simplement, mais si ça ne t'intéresse pas, ben alors élève tes enfants. Et ça a été une très gentille maman, pas toujours très commode, mais elle a regretté, je pense, à la fin de sa vie, de ne pas avoir fait quelque chose avec les dons qu'elle avait. Et vous dites que votre frère a fait bar mitzvah? Oui, parce que je me souviens quand j'étais petite fille, et ma sœur encore plus petite, et qu'il y avait un buffet dans l'appartement. Et je n'arrivais pas à attraper les petits gâteaux. Donc, il devait avoir 13 ans, et moi j'avais 9 ans de moins. Donc ça c'est un souvenir qui me reste. Je crois que j'avais une belle petite tenue bleue et j'arrivais pas à attraper les gâteaux. Donc vos parents, sans être religieux, ils étaient un peu observants pour... Alors, ma mère était respectueuse des traditions. Et mon père était plutôt athée, tandis qu'elle avait le respect par rapport à ses parents et par rapport à tout ça. Et quand mon père était plutôt quelquefois un peu bouffeur de curé, etc., plus agressif. Et quand il est mort, on n'a pas du tout cherché un rabbin. Et il a demandé un rabbin. Ah ben oui. Et alors, en dernière minute, il faut trouver 10 hommes ou 12 hommes, 10, c'est oui. pas très facile. Et quand ma mère est morte, on s'est dit, maman, elle était respectueuse des traditions, par rapport à son père, etc. Donc on est allé voir un rabbin. Et puis on est revenu avec ma sœur chez elle pour faire un peu d'ordre dans ses papiers, tout ça était un peu bordélique. Et je trouve un papier marqué, et en aucun cas un rabbin, à cause de ma descendance multicolore. Et sa descendance multicolore, c'était mon frère a épousé une non-juive, ma sœur a épousé un non-juif, et avec moi, demi. Et on a pu retourner chez le rabbin en lui disant, écoutez, elle ne veut pas de rabbin. On lui avait fait un portrait d'elle parce qu'elle avait une assez forte personnalité. Et on a fait un enterrement banal. Elle est morte à quel âge? 98. Et elle a travaillé longtemps? Non, assez peu. Elle a dû travailler les premières années de son mariage, jusqu'à peut-être quand mon frère était encore petit, parce que quand nous on était petites, elle travaillait déjà plus, ma sœur et moi. C'est ça. Et alors votre frère a fait la bar mitzvah et vous avez été un peu dans des associations juives ou des... Rien du tout. Et quelle école vous étiez à Paris? Alors je suis allée dans des petites écoles communales pour les primaires, et puis jusqu'en 40. Et puis en 40, on a fait tout le tour de la France pour échouer à Grenoble. Là, je suis rentrée au lycée. Et là, vous avez des frères et sœurs qui sont avec il y avait vous. Mon frère et ma sœur. Voilà. Et votre sœur est plus âgée que vous? Non, elle avait juste 22 mois de moins. Ah donc, pas... Et elle a fait son droit aussi. Ah. Donc en 40, vous partez avec vos parents et vos frères et sœurs à Bordeaux.
sans savoir où on allait. C'est ça. On a fui l'avancée allemande par Toulouse, le sud-ouest, Pau. On cherchait en même temps une ville universitaire avec l'espoir que mon frère puisse continuer ses études de médecine. On est allé jusqu'à Montpellier, et puis de Montpellier, on est monté jusqu'à Grenoble, et c'est à Grenoble qu'on s'est arrêté. Mais alors, donc là, vous êtes une famille juive. Oui, Et c'est pour ça que vous quittez Paris, parce qu'il y a des restrictions et que... parce que les Allemands arrivent, Oui, et c'est qu'on ça. savait très bien que... Enfin, on savait, moi je ne savais rien, mais mes parents se doutaient que l'arrivée des Allemands allait... Donc, étant très intégré, vous partez quand même, parce qu'il y a, vous sentez le danger. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à Bordeaux? Non, on n'est pas allé à Bordeaux. On est allé vers Toulouse, Oui, Pau, oui. Montpellier, Grenoble. Grenoble, ah oui, alors, excusez-moi. Alors, il y a un bruit là de chaise. Comment est-ce qu'on peut remédier là? Je ne vais pas bouger. Pas bouger. Non, parce que j'ai peur que ça interfère là pour le son. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Alors à Grenoble, on s'est installé dans un appartement. Toute la famille est réunie ensemble. Oui. Et moi, je vais au lycée. Vous avez quel âge là? Alors là, c'est en 40, donc j'avais 11 ans. Vous vous rappelez? Très très bien, tout. Ah, bien. L'appartement, mon lycée aussi. Et il y a, la famille a peur? Pardon? La famille a peur? Ben, c'était la zone libre. C'est ça. Donc jusqu'à l'occupation allemande, on a vécu, je dirais, un peu tranquillement, sauf que mon père ne travaillait pas. Et il bricolait, il était très adroit, et il bricolait des choses. Il s'est lié à un électricien, et quand il y avait un appareil un peu particulier, ben, il s'arrangeait pour le dépanner, il devait faire des petits travaux comme ça. Et c'est grâce à cet électricien qu'on a pu se cacher dans le Vercors, parce que c'est eux qui nous ont prêté la maison. Vous allez trop vite là. Et votre père a les moyens, ou non, pas les moyens de vivre sans travailler? Alors ça, je ne sais pas du tout comment. Mais vous prenez un appartement? On avait un appartement que je suis allée revoir il y a quelques années, qui était vraiment un truc neuf, comme ça, presque à l'extérieur de Grenoble. Et maintenant, c'est un vieil immeuble et c'est construit. Et là, vous restez combien de temps dans cet appartement? Alors, on est resté de 40 à 42, puis de 42 à 44 au Vercors, Attendez, et de 44 à 45 de nouveau à Grenoble. Et à Grenoble, au départ, vous êtes scolarisé aussi ou pas? Oui, je vais au lycée. Ah, vous continuez. Et là, vous avez des copines qui sont dans le même cas que vous? Ben, j'avais comme copine une petite fille qui était réfugiée d'Alsace et qui était juive. Et d'ailleurs, je suis rentrée un jour à la maison et je dis à ma mère, je dis, mais elle m'a présenté sa grand-mère qui a des cheveux tout noirs. Et je me dis, ben, c'est normal, parce qu'elle porte une perruque. Ah oui. Ça m'avait frappée. Ou peut-être qu'elle aurait pu se teindre les cheveux. Non, parce que c'était vraiment une perruque, ça se voit quand même. Mhm. Étant donné qu'elle avait un visage assez ratatiné, comme ça, et puis des bandeaux noirs et un chignon noir, ça m'avait frappé. Et donc là, on vous explique la perruque. Ma mère m'a expliqué que les vieilles dames juives portaient la perruque. Ou même toutes, non? Les religieuses, oui. Oui. Mhm. Donc c'était des gens d'Alsace, de Strasbourg, et qui étaient probablement pratiquants. C'est ça. Et là, vous êtes liés tout de suite avec cette petite fille? Ah, oui, oui, et on était dans la même classe. Et on était toujours ensemble, et on s'était amusé à imiter chacune notre écriture. Ça fait qu'on écrivait toutes les deux de la même façon. Et ça nous a rendu de grands services, parce que moi j'étais très bonne en littérature, par exemple, elle était meilleure en mathématiques, et on échangeait les copies, on avait toujours de bonnes notes.
Quelle bonne idée. Mhm. Et vous êtes resté en contact avec cette... Je l'ai vue encore un peu après la guerre, je l'ai vue encore un peu, oui, même quand elle venait passer des vacances en Normandie, là où on avait la maison. Mais elle avait épousé un monsieur assez riche, je pense qu'elle n'était pas très heureuse. Et je veux dire, ça s'est dissous parce qu'elle n'avait pas évolué comme moi. Bon, mais elle s'en est sortie quand même après la guerre. Oui. C'est déjà ça. Et alors, justement, je viens de lire un livre de Pierre Nora qui s'appelle Jeunesse. Et je lui ai même envoyé la chemise blanche et je lui ai mis un mot. J'espère qu'il va me répondre. Simplement, il va me répondre sans doute à Paris. J'y vais pas ces jours-ci. Mais il raconte exactement tout ce que je connaissais parce qu'ils habitaient un hôtel qui était au pied de la maison qu'on avait. Et là, cet hôtel, ce n'était que des juifs repliés. Pierre Nora. Pierre Nora, l'historien. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mhm. Et j'allais au lycée avec sa sœur. Il avait un frère médecin. Attendez, parce que là, on est parti après, trop tard, là. Et alors, vous êtes pendant 2 ans dans ce lycée. Oui. Et alors, puis un qu'est-ce qui jour, se je passe? vais à l'école le matin. Et puis il y a une surveillante qui était là un peu avant, et qui me dit rentre chez toi, continue pas. Et on avait arrêté les petites filles au lycée. Et alors je suis revenue à la maison, moi j'ai pas très bien compris, mais mes parents ont bien compris. Et Vous étiez toujours sur votre nom? Oui. Le même nom, pas changé là. Et du coup, ils se sont occupés de trouver un endroit où on pouvait se cacher. Ensemble. Et on a quitté le Grenoble pour le Vercors. Ce qui n'était pas l'endroit le plus tranquille. Voilà, et alors ça c'est grâce à l'électricien, vous m'avez dit. Qui avait parce que lui était d'origine, je me demande s'il n'était pas d'origine polonaise, mais assez loin, mais la femme était de la région et je crois qu'elle avait un frère qui possédait un petit bâtiment dans un hameau et qui était vide. Car la maison qu'on a habitée 2 ans... Donc c'est 2 ans à Grenoble et après 2 ans dans le Vercors. Et encore 1 an à Grenoble. Voilà. Avant Et alors dans le Vercors, vous y allez comment? Ben ça, je ne sais plus. Comment on est monté. Je pense qu'on n'avait pas de voiture, donc on a dû monter avec un autocar. En ayant peur de se faire attraper ou pas? Vous n'avez pas... Ça, je ne me souviens pas. Je sais qu'à un moment donné, je me souviens très bien de certaines journées, je me souviens très bien de la maison. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de WC, il n'y avait pas de salle de bain. Dans la maison qu'on vous prêtait dans le Vercors? Oui. Et on vous prêtait ou c'était une location? Non, je crois qu'on nous l'a prêté. Et je me souviens que ma mère mettait 2 paires de chaussettes et des chaussures de mon père, parce qu'il faisait froid et qu'il y avait probablement de la boue, de la neige. Je sais que ma sœur et ma mère dormaient dans la pièce où il y avait la cuisinière, et mon père à l'étage parce qu'il écoutait la radio la nuit, et moi je dormais avec mon frère. Et je sais que là haut, il y avait le tuyau de la chaudière sur lequel on cuisinait qui passait dans une chambre et il faisait un peu de chaleur, mais je veux dire, il n'y avait pas de chauffage. Hein. Et alors là, vous arrivez, qu'est-ce que fait votre famille? Pas d'école. Pas d'école. Pas de copine. Rien. Donc c'est perdu en montagne. Oui. Et il y a un danger, des voisins, des... Alors, il y avait en face une petite maison et qui n'était pas habitée, mais elle appartenait à une famille qui habitait Grenoble et qui venait sans doute passer de temps en temps le week-end et qui n'avait rien de résistant et rien de juif. Et moi, je me souviens de la femme, de lui aussi. Il y avait des enfants, mais je ne me souviens pas très bien des enfants, mais il y avait une petite fille aussi qui avait presque mon âge. Et puis c'est lui qui a été, il est monté un jour, oui c'est ça, en week-end, il travaillait à Grenoble avec 2 copains, le jour où il y a eu une descente des Allemands.
les Allemands sont venus chez nous, puis ils sont ressortis. Je dis ça, c'est le miracle. Ils sont allés en face, ils ont trouvé ces jeunes hommes et ils ont voulu les fusiller sur place. Finalement, ils ne les ont pas fusillés, ils les ont emmenés. 2 ne sont pas revenus et le 3e est revenu pesant 30 kilos. Et un de ces hommes était donc le père des 4 enfants qui étaient là. Et quand mon fils a fait une petite réunion dans le Vercors à la Pentecôte, il m'a dit, mais est-ce que tu n'aurais pas des noms comme ça, qui est-ce qu'on pourrait retrouver, avoir l'histoire, etc. Mais moi, je connaissais personne, hein, on se cachait, on ne faisait pas du tout de... Il n'y avait pas de mondanité. Et par la mairie, il a obtenu un numéro de téléphone et le nom d'une dame qui se souvenait de nous. Et il me dit, téléphone parce qu'elle attend ton coup de fil. Je téléphone à cette dame et elle me dit, mais oui, moi je me souviens de vous, vous aviez un frère, une sœur, et j'étais en face, et tout ça. Et puis je lui dis, et qui est le personnage qui avait une chemise blanche et qui a été embarqué? Elle me dit, c'était mon papa. Et je lui ai envoyé la chemise blanche. Du coup, tous les 10 jours, on se parle. On ne s'est jamais connus, hein. Ça fait 80 ans. Et tous les 10 jours, on se parle comme 2 vieilles copines. Fabuleux. Et elle, donc elle m'a bien raconté que le père était venu avec 2 collègues. Et en effet, les Allemands ont fait sauter un petit tunnel qui rejoignait la route à Grenoble. Ils n'ont pas pu repartir le dimanche soir ou le lundi. Et quand il y a eu la perquisition allemande, ils ont été emmenés. Et pourquoi on a perquisitionné chez eux, puisque vous dites qu'ils étaient ni juifs ni résistants? Ben, il était là, il avait environ 35 ans, il avait une barbe. Je pense qu'il a dû symboliser pour eux le résistant ou quelque chose comme ça. Ce qu'il était? Non, rien du tout. C'est un père de famille qui venait là, totalement innocent. Alors il était né à Moscou. Est-ce que ça aurait joué? Parce que les Allemands font une perquisition chez vous d'abord. Oui. Et alors, vous croyez que par dénonciation? Et ils auraient très bien pu aussi dire, mais nous, on n'a rien à voir, mais en face, il y a des gens qui se cachent. Ils n'ont rien dit. Hein. Et là, il y a eu, parce que moi, j'avais mon frère qui faisait un peu de résistance et qui était tombé de vélo, il avait la clavicule cassée, il était caché en haut. Donc il n'y avait qu'une peur, c'est qu'on le trouve là-haut. Et mon père parlait très très bien allemand, il comprenait l'allemand et tout ça. Donc il ne leur a pas parlé allemand, mais il comprenait tout ce qu'il disait. Et il y avait accroché au plafond en bas, vous savez, une petite cage comme ça, dans laquelle les paysans de la région mettent les petits fromages, ce qu'on appelle les Saint-Marcelin, qui sont les fromages du Vercors. Et il y avait un petit fromage, et il y avait un Allemand qui croyait tout le temps que c'était une cage pour des oiseaux. Ils ont été distraits, et puis ils ont quitté la maison. Moi je dis ça, c'est le destin. Ils sont allés en face, et ils ont pris les hommes en gêne en face. Vous avez parlé de la chemise blanche, vous pouvez expliquer? Alors, comment elle s'est faite? Je ne sais pas, racontez l'histoire. Alors, comment elle s'est faite? Je vais vous dire. J'ai pris un café un jour à Paris avec un ami qui travaillait pour un éditeur. Ils étaient en train de créer une collection qui s'appelait « Je me souviens ». Et puis il me raconte un peu les livres qui vont paraître, etc. Et moi, dans la conversation, je dis « Oh, ben tiens, mais moi je me souviens que quand j'étais dans le Vercors, on avait arrêté un voisin, et moi, petite fille, je devais avoir 13 ans là, j'ai vu partir ce groupe, vous savez, dans la montagne, on voit là, et puis ça remonte, et j'ai suivi ce point blanc jusqu'à ce qu'il disparaisse.
Et je me suis dit intérieurement, que je ne sais pas comment j'ai pu manigancer tout ça, que j'avais assisté à une condamnation à mort. Et puis le temps passe, j'oublie tout ça. Un jour, j'étais à l'atelier, c'était un peu bordélique, et je veux faire de l'ordre. Et en rangeant des toiles, en les mettant de côté, je me suis aperçue que dans les 3/4 de mes tableaux, il y avait une trace blanche. C'est ça. Et je dis, c'est quand même incroyable qu'il y ait quelque chose qui m'est marqué là, à ce point-là. Donc je leur raconte ça, à un voyage à Paris, je vois ses amis et je dis, tiens, j'ai pensé qu'il y avait cette trace blanche et j'ai retrouvé, et je reçois 8 jours après un truc de l'imprimeur, de l'éditeur qui me dit, est-ce que vous pouvez écrire ce petit livre pour la collection, je me souviens. Je dis, écoutez, moi j'écris beaucoup, mais je ne suis pas écrivain, ça fait rien, vous le faites, etc. Je dis, mais moi j'écris, je dessine, et vous le faites. Et on a publié ce livre. Ça, c'était en quelle année? En 2014. 2014 ou 2015, oui, c'est ça. Donc c'est que le récit de cette vision. Dans le Vercors. Et c'est un livre de combien de pages? Une centaine. Ah. Oui, parce que je raconte un petit peu la façon dont ça s'est passé, je raconte aussi ce qui me passait par la tête. J'avais pas de copains, hein, pas de rien, on n'allait pas à l'école. Et alors vous faisiez quoi la journée? Je lisais. Il y avait des livres? Alors mon frère avait une copine qui était professeure de lettres à Grenoble et qui venait quelquefois nous dire bonjour et qui apportait des livres. Et moi j'ai lu, rien pour moi, hein. J'ai lu Valérie, j'ai lu Gide, j'ai lu du Proust, j'ai lu du Jules Romain, je lisais tout ce qui... Et puis j'avais une passion pour Charles Trenet. Et alors j'apprenais ses chansons par cœur, je me les chantais. Et puis je crois que les journées devaient passer comme ça, on allait un peu se promener, mais j'ai pas souvenir de quoi que ce soit d'un peu... On était entre nous. Et alors, tout le monde lisait ou c'était que vous? Ma mère lisait, mon frère, mon père moins, il était plus branché sur la radio, et ma sœur, qui a fini comme professeur de droit, était assez mauvaise élève à ce moment-là, mais elle allait donner des cours à des gosses de paysans et elle revenait avec 2 œufs, par exemple, ou un petit fromage, ou un truc comme ça. Je me demande comment elle enseignait, mais enfin ça. Et puis, alors, il y a eu aussi une journée très pénible, dont je me souviens aussi très bien, c'est qu'on a dû contacter mes parents pour qu'on fasse partir ma sœur et moi en Suisse. Et ça, j'ai comme ça une vision de mes parents en larmes. J'ai pas très bien compris tout ce qui se passait, mais finalement, ma mère n'a pas voulu se séparer de nous. Elle a pris un risque. On n'est pas parti. Et puis, il y a eu aussi, et ça, il y avait quelqu'un d'autre qui se cachait dans le village et qui a dit, il ne faut pas rester, il ne faut pas rester. Les Allemands circulent, il faut aller dans les bois, etc. Et puis on a passé, je pense, une nuit cachée dans les bois. Quel était le nom du village où vous étiez? Engin. Engin. C'est à peu près 15 km de Grenoble. C'est entre Grenoble et Villard-de-Lans. Le Vercors, c'est un massif un peu sinistre. Hein. C'est du rocher, des sapins. On avait un peu de vent de nez. Moi, je n'aimais pas beaucoup. Et il fait froid. Il fait froid. C'est surtout un peu un couloir de vent comme ça. Et alors vous aviez des contacts avec... vos parents avaient des contacts avec le reste de la famille ou il était au courant de ce qui se passait à Paris? Je crois que ma mère avait des contacts un peu avec sa mère qui était à Nice. Et mes parents, enfin mon père a eu des contacts avec sa sœur à Paris pendant tout un temps, parce que sa sœur avait épousé un non-juif et était restée à Paris.
Et c'est eux qui avaient déménagé la maison qu'on avait pour pas que les Allemands s'y installent. Enfin, donc ils ont, ça, je sais que c'est elle qui l'a fait. Mais des contacts. Et votre grand-mère, pourquoi elle était à Nice? Elle avait son fils qui était le frère aîné de ma mère et qui vivait avec elle, qui était célibataire et peut-être un peu plus difficile. Et puis ils sont partis s'installer à Nice, mais je ne sais pas pourquoi. Et oui, ils ont eu difficile après, non? Non, elle est remontée à Paris après la guerre. Oui, oui. Donc, vous restez 2 ans dans le Vercors et vous me dites que vous repartez à Grenoble. Pourquoi? Alors, parce que le Vercors, c'était fini, Grenoble était libérée. Tout est déjà fini, la guerre, là. Ok. Grenoble est libérée, donc on redescend sur Grenoble. Vous vous rappelez comment vous apprenez la libération? Je me souviens, parce que quand on est descendu, il y avait des jeeps. Je me souviens qu'on on a fait la connaissance de soldats américains qui nous ont emmenés, ma sœur et moi, dans les jeeps. Mais exactement comment tout ça s'est passé... Donc c'était joyeux. C'était joyeux. On avait vraiment... Moi, j'ai le souvenir comme ça, simplement d'une chape qui se... On pouvait de nouveau... on pouvait respirer, on pouvait... Et vous y avez cru depuis le début que ça allait se terminer? On vous conditionnait comme ça, que la guerre allait bientôt finir, ou pas? Moi, ça, je ne sais plus du tout. Comme je pense que je ne me rendais pas compte exactement ce que c'était, moi, qu'une guerre, qu'une persécution. Je comprends. Tandis que ma mère, c'était ma mère. Mon père était d'un caractère plus optimiste. Ma mère a été terriblement choquée par la guerre, je crois. Mais vous avez manqué d'alimentation pendant la guerre dans le Vercors, ou c'était... C'est ça que je ne comprends pas. J'ai pas souvenir d'avoir eu faim. J'ai pas souvenir de table garnie. Je sais pas, ma mère ne savait pas faire la cuisine au début. Elle n'avait jamais fait la cuisine. Ensuite, je ne la vois pas aller faire les courses. Je ne sais pas d'où venait le peu de choses qu'on mangeait. À Grenoble, je sais que mon père allait quelquefois dans un magasin, il échangeait des choses. Ça, c'est après ou avant? Avant. Oui. Mais à Engins, je me dis, je sais qu'on allait cueillir des cèpes, ça y avait, on mangeait des noix. Il y avait de temps en temps les petits fromages qu'un paysan nous donnait. Mais je vois, d'abord le hameau, il n'y avait pas une épicerie, il n'y avait rien. Donc le hameau appartenait à un gentil personnage qui vous l'avait prêté? Non, la maison. La maison. Elle appartenait, oui, à ce parent de la femme de cet électricien. Mais, gracieusement? Oui, je crois. Ah oui, oui, oui. Je n'ai pas l'impression que... Non, parce que d'ailleurs, après la guerre, ma mère a encore vu régulièrement sa femme. Et c'est vraiment des gens qui nous ont aidés. Ils ont été nommés après? Comme juste? Non. Et pas le village d'Engins. Mais par contre, mon mari, lui, a été caché dans un autre village du Vercors qui s'appelait Pré-Lanfray. Et Pré-Lanfray est devenu un village des Justes. Le village entier? Oui. Parce qu'on y est allé, il y avait un hôpital, c'était un sanatorium plutôt, un petit sanatorium, et il était rempli de malades tuberculeux à l'époque. Et là, on a été reçus par une femme qui a beaucoup travaillé sur tout ça et qui a raconté qu'il y avait une infirmière qui parlait très bien l'allemand
Et quand les Allemands sont arrivés là, elle leur a dit rentrez, mais vous savez, c'est très dangereux. Or, ils avaient une trouille terrible de la tuberculose et tout ça, ils ne sont pas rentrés. Et c'est comme ça que Prélenfray a sauvé 50 enfants juifs qui étaient cachés dans le sanatorium. Fabuleux. Mais là, le village a été classé, il y a cette femme qui travaille là-dessus, on l'a rencontrée, et le sanatorium est en train d'être un peu restauré parce qu'il n'était pas en très bon état. Et là, 50 enfants ont été sauvés grâce à elle. Bon, donc vous rentrez, vous allez à Grenoble parce que la guerre est finie. C'est la joie. Vous montez dans des camions de GIs américains. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, je retourne au lycée. Là, vous avez quel âge alors? Alors là, c'est donc en 44. J'avais 15 ans. C'est ça. Et puis, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand j'étais au lycée, le professeur de notre classe a appelé mes parents et a dit que, vous savez, elle est très douée, votre fille. Pourquoi vous ne l'envoyez pas un peu chez mon mari, qui est professeur à l'école des beaux-arts de Grenoble? Ah, vous étiez déjà en train de dessiner, de peindre? Et mes parents m'ont laissé aller à 11 et 12 ans à l'école des beaux-arts de Grenoble. Il n'y avait pas de filles, avec des grands garçons, et j'allais passer la journée du jeudi. Je dis quand même, mes parents, ils étaient ouverts. Hein? Donc vous avez commencé votre passion à 11 ans? Oui. Ah, mais même plus petite. Hein? Quand j'étais en primaire, c'est pas jardin d'enfants, ça s'appelle primaire, quoi. À Paris, on me demandait d'aller aider mes copines qui s'en sortaient pas parce qu'elles barbouillaient n'importe comment. Donc ça, j'ai toujours été à la fois habile, à la fois intéressée et très encouragée par mon papa, ça c'est vrai. Votre papa qui avait aussi des dons artistiques? Non, il avait des dons manuels, il était très adroit. Hein. J'ai jamais vu, il réparait tout, il s'arrangeait, ça, il était très 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 adroit. On n'était jamais dans des pannes terribles.